Bienvenue à vous, content de vous retrouver, outre qu'il y ait un 74e, comme on dit chez nous, 74e, Funeste Fred. Si vous nous découvrez, eh bien, Funeste Fred, d'abord, n'ayez pas peur de l'intitulé de notre émission, surtout pas. On traite des livres et de leurs auteurs, des livres anciens comme de livres récents, de livres rares. Ça me fait toujours penser à Astérix dans la Serpe d'Or, quand on se retrouve dans l'antre du marchand, du fabricant de serpes, où il y en a un peu pour tout, pour druides forts, pour druides minces, pour grands druides, eh bien. Ici, livres récents, livres anciens, livres rares, le cas échéant, livres oubliés, perdus. Je vous ai promis, ce ne sera pas dans chaque numéro, mais de développer à nouveau cet aspect. Dans le cadre de nos FF, dans le courant 2026, les livres oubliés, les livres qu'on peut appeler des fois aussi perdus. Je tiens à préciser que derrière moi, ce n'est pas un fond d'écran, c'est chez moi, comme ça. Je le dis parce qu'une fois, il y a un zigoto qui voulait se faire passer pour un comédien célèbre, à moins que, mais ça m'étonnerait tout de même, qui m'accusait d'avoir plagié, d'avoir repris pour fond d'écran la photo de sa propre bibliothèque à son domicile, et je m'étais empressé de comparer, hein, et de lui faire aimablement remarquer que déjà, cette bibliothèque, c'est feu, mon cher père, en 1990, qui me l'avait fabriquée, hein, et je lui avais fait observer que déjà, l'épaisseur, la largeur, les dimensions sur le plan des rayons, sans rien dire du contenu des rayons, ça ne cadrait pas, mais bon, voilà, hein, il y en a pour tous les goûts, là encore, comme je disais il y a un instant. Si vous souhaitez, si c'est la première fois, si vous souhaitez en savoir davantage comment nous opérons nos sélections de bouquins, je peux vous mettre en lien en fin de vidéo. Ça devait être notre numéro 35 en juin de l'année dernière. Oui, dans ce numéro, je vous en avais parlé assez, comment nous opérions nos choix et pourquoi certains registres ne seraient pas souvent abordés, pas trop, sans avoir rien de particulier contre ces registres, sans avoir rien à proprement parler contre eux dans notre numéro 35. Je le mets à la fin. Alors, en fin de vidéo, en lien avec d'autres numéros, oui, c'est clair, si un FF vous a plu, à un autre moment où vous vous sentez prêt, paré pour ça, rien ne vous interdit d'aller en visionner, d'aller en écouter un autre, simplement écouter, car il va sans dire, je ne force, je n'oblige, je ne contrains personne à fixer la bobine de votre serviteur, en environ 50 minutes, et même si ce n'est que environ 50 minutes à notre rythme, comme je disais, hebdomadaire, simplement écouter, en écouter un autre. Il n'est pas interdit non plus, si vous aimez ce que nous faisons, de s'abonner, d'activer la cloche, histoire d'être informé de la mise en ligne de nos nouveaux exploits, de partager aussi de temps en temps sans vous ordonner, hein, oui, ni ordonner, ni contraindre, le premier texte. Aujourd'hui, je voulais un numéro essentiellement, c'est que j'ai déjà expliqué en long et en large, je pense, les raisons pour lesquelles une fois par semaine, je viens m'exprimer. J'ai fait le choix à partir d'un moment de venir m'exprimer sur le petit monde des livres, sur cette plateforme, oui, n'empêche que, et vous me direz avec raison sans doute, que je ne récolte sur le plan de ma vie algorithmique, si ça se trouve, que ce que je sème en cours de route. Possible, oui, possible, mais j'ai une sensation d'un sinistre, d'un malsain comme c'est pas possible. Ces derniers temps, quand je viens sur cette plateforme où pourtant je ne m'aventure plus guère, plus des masses, mais c'est ainsi, et aujourd'hui je me suis dit un numéro avant tout,
axé sur la ouais, un numéro très littéraire, très poétique et notre texte, notre fragment d'ouverture, je vous donne le nom de l'auteur immédiatement après. Vous trouverez, comme d'habitude, je vous le dis, au besoin, oui, au besoin. Pour ce qui est des références, pour chacun de nos numéros, c'est toujours, pour ça, c'est toujours en partie description. Je les enfile et c'est parti pour, ce premier texte. En 4 parties d'un poète très célèbre, d'expression française très célèbre. On invitait toujours l'hiver. Oui, on invitait toujours l'hiver quand il entrait. Il laissait à la porte, quand il entrait, il laissait à la porte ses gros sabots de glace. Il s'asseyait à côté de ma mère, tout près du poêle où les marrons éclataient, gonflés de confidence. On n'avait qu'à les regarder pour qu'ils racontent de longues histoires de fées. Ils en savaient, ils en savaient. Ma mère leur faisait signe, et l'hiver oubliait de sortir pour geler les chardonnerets. De la nuit bruissante de rêves, de la nuit bruissante de rêves, j'entendais monter le sommeil. Debout sur mes paupières, de grands hérons lissaient déjà leurs ailes. Des sources pleines d'anges naissaient de chaque mur, et le cœur de ma mère montait comme une étoile au bord d'une berceuse. Tu suspendais mon berceau aux étoiles. Tu suspendais mon berceau aux étoiles et tu chantais une vieille chanson. Et aussitôt accouraient à ta voix des fleurs des champs, des fleurs des bois. Des fleurs des champs, des fleurs des bois nouaient avec un fil de lune un rêve à chacun de mes doigts. Et aussitôt, accourant à ta chanson, les merles, les bouvreuils, les pinsons faisaient pleuvoir sur mes paupières toutes les fables des clairières. Et tandis que tu me berçais, mon ange repliait ses ailes, et là d'avoir veillé sur moi, s'endormait au creux de mes bras. Puisque la roche se contente de quelques touffes de bruyère, ne donne pas à ton désir d'autre couleur que la prière. Tu sais bien que la vie est nue, et humble, et doucement flexible, et qu'il faut laisser les roseaux chanter le vent au bord de l'eau. Rien n'est léger comme un pigeon qui tourne autour du toit natal. On peut faire le tour du monde en parlant avec une étoile. Vers le soir, tu me parlais parfois de la mort, comme si tu étais déjà un peu absente, comme si ton cœur se détachait sans effort de la vie dont tu fus la docile servante. Tu me parles paisiblement de la maison qu'il ne faudra pas vendre ou des 2 groseilliers de ton jardin qu'on ne devra pas arracher et des miettes de pain à donner aux pinsons qui viennent, dès l'hiver, picorer dans la cour. Et de tout et de tous ces simples travaux de tous les jours que tes mains dénouées auront abandonnés. Et ta voix coule alors pareil à un ruisseau qui s'en va humblement comme le vent sa pente, mais qui, sans le savoir, fait refleurir la menthe et met au creux des prés des morceaux de ciel bleu.
Ces vers sont de monsieur Maurice Carême et ils ont été mis en musique, le total, doit faire à peine un peu plus de oui, ça doit faire entre dans les 8 à 10 minutes. L'intégralité de l'opus, si vous souhaitez aller l'écouter, là, les vers sont dits par l'épouse du compositeur Madeleine Darius. C'était Darius, on a parlé de lui à plusieurs reprises dans le cadre de notre trilogie en hommage pour le centenaire de la disparition de Satie. C'est à lui, à Darius Milhaud, que le frère d'Éric Satie, Conrad, avait remis après le décès d'Éric Satie, c'est à Darius, qui et Darius ferait le taf pour ça, on l'avait dit, je vous l'avais raconté. Conrad avait remis à Darius Milhaud les cahiers de musique inédits, d'Éric Satie et Darius Milhaud a fait une transposition musicale de ces vers de Maurice Carême. Vous irez écouter, on trouve ça très, très facilement. C'est un album qui a été réédité récemment par l'international Naxos, international de musique classique savante Naxos. Un album, c'est l'album La Muse Ménagère, et joint à La Muse Ménagère, il y a ces textes dont je vous ai lu quelques fragments de Maurice Carême, et ça s'intitule Il y a la muse ménagère et ses joints. Oui, ces textes ont été regroupés sous l'appellation d'une cantate, la cantate bien sûr de la mère et de l'enfant, de Darius Milhaud. Oui, aujourd'hui, je tenais à ouvrir ce n'est pas la fête des mères, nous n'y sommes pas encore, mais j'avais très envie, depuis un petit moment. Darius Milhaud, l'un des compositeurs les plus prolifiques de la musique française de son siècle. Oh, il a dû nous laisser au moins, je n'ai pas été voir le nombre exact, mais au moins, sans m'abuser, un demi-millier d'opus, hein. Des concertos, des symphonies, des mélodies, dans bien d'autres registres de partitions encore. J'ai pu remarquer qu'au sein de la profession, tout comme Éric Satie, encore assez, tout de même, tout comme Éric, il ne fait pas l'unanimité. On le trouve trop oui, on lui reproche d'avoir un peu trop produit, après s'être posé en compositeur révolutionnaire et quelque peu subversif, d'être revenu sur des terrains plus classiques, néoclassiques, si pas plus conventionnels. Bon, mais j'ai le sentiment que je ne sais pas si ça signifiera grand-chose, allez, je risque, sur le plan du traitement musical de la substance poétique, comme vous pourrez en juger à, si j'ose dire, l'accompagnement musical derrière la voix de la récitante de Madeleine dans cette cantate, vous rien que pour ça, hein, pour ce qui est de ce traitement par lui en musique, par le détour de l'instrumentation, je pense que vous avez saisi, vous irez en juger. La cantate de la mère et de l'enfant, Maurice Carême et Darius Milhaud. Pour ouvrir ce numéro, j'y tenais et bonne nouvelle, oui, une info, tout de suite, sans transition aucune, absolument aucune, sinon qu'on pourrait souligner qu'une part de la production de notre artiste disparu, ça fera dans quelques jours tout juste 10 ans déjà. Il venait d'atteindre ses 4 fois 20 à lui, ses 80 à lui. Mon compatriote de Verviers, dans l'est de la Belgique, il avait d'ailleurs, on refera un numéro biographique un jour sur lui. René Haussmann, 10 ans bientôt déjà. René, oui, pour la transition, on aurait pu souligner, il est vrai que notre artiste René, une part, hein, je dis bien une part, il a fait aussi des choses et des bouquins pour adultes, nettement pour, oui, dans un registre nettement pour les grandes personnes. Allez, coucher, sale bête, si vous connaissez, ou ce genre de recueil, bien salé, bien grivois, il a fait ça aussi, mais il y a une part de sa production qui était destinée,
En premier lieu, à destination de la jeunesse, oui, ma Renée, 10 ans déjà, et bonne nouvelle. Bonne nouvelle, l'exposition qu'on a pu admirer l'an dernier au musée de la mine et du développement durable de Bois-du-Luc, chez nous en Belgique, dans notre province de Hainaut. Oui, dans l'un de nos plus fabuleux sites en matière d'archéologie industrielle, il y a régulièrement des expositions et l'an dernier, avec un très grand succès, cette exposition anima sur l'univers animalier de peintres, de dessinateurs, d'illustrateurs animaliers de René Haussmann. Mais je pense que oui, tous ces termes que, avec leurs épithètes que je viens d'énumérer, je trouve tout ça encore assez réducteur. Mais bon, et bonne nouvelle, l'exposition, vu son succès en 25, ils remettent ça en 26, à partir du 4 avril prochain et jusqu'en septembre prochain. D'avril à septembre 2026, le musée de la mine et du développement durable de Bois-du-Luc, ce sera indiqué les dates, tout ce qu'il faut. En partie description aussi, si jamais vu, hein, si vraiment jamais vu du Haussmann, eh bien, deux aspects de sa production. Il n'a pas fait que des livres, hein, c'était son rêve quand il était petit. Et oui, déjà, ça lui avait valu dans le chef de votre serviteur un énorme capital, bien plus que de sympathie et de tendresse quand il oui, à chaque fois qu'il revenait sur cet aspect de son enfance, qu'on lui demandait: «Qu'est-ce que tu feras plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais faire?» «Faire des livres». Il en aura fait, mais il n'aura pas fait que des livres, hein, gagnant, sa vie, de façon oui, nettement considérable aussi en tant qu'illustrateur pour honorer diverses commandes, oui, des livres et pas seulement et pour ne s'attarder que sur sa production livresque, on pourrait, s'abandonner à, établir 2. Allez, je risque encore 2 distinctions. Il y a eu d'abord les albums de René Haussmann en tant que peintre et illustrateur, des albums publiés notamment dans cette formidable collection des éditions Dupuis des années 60 des années 60 à 80 du siècle dernier. La collection Terre entière, et je vais vous montrer le volume 1, il y en a 2, il y en eut 2. Le volume 1 de ces fables de La Fontaine. Oui, les fables de La Fontaine, ce n'est pas la première fois, hein, si vous me suivez depuis un petit temps. Allez, vous trouverez la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, hein, pour apprécier, hein, dans un. Après, je vous montrerai dans un registre davantage réaliste. D'abord ici. Convoquer des moteurs de recherche, hein, si vous découvrez l'art de René Haussmann. Je ne sais pas s'il y avait un autre post-it. J'avais très envie de vous montrer aussi. C'est la fable avec le coq. On va, voilà, permettre. Oui, ben ça va revenir. Assez impressionnante. Oui, le coup, le coup. Bon, dans ce volume, vous avez des fables comme l'oiseau paré des plumes du paon, le rat et le huître, la laitière et le pot au lait, le rat qui s'est retiré du monde, le rat et l'éléphant, le chêne et le roseau, le coche et la mouche. Et moi, ça doit être en fin de volume. Ah, voilà, voilà, voilà. Attention. Ce n'est pas la plus connue des fables de La Fontaine. Le cocher, le chat et le souriceau, en gros, c'est pour la morale, hein. En gros, c'est l'histoire de
Oui, ce souriceau qui était terrorisé, il avait très peur du coq. Il trouvait que le coq avait un aspect pas rassurant, très menaçant et tout ça pour en arriver à se dire que dans la vie, bon, on a tort parfois de se focaliser sur les apparences de ce qui oui, de ce qui ne s'avère pas des plus rassurants pour vous, alors qu'il y en a d'autres qui se baladent dans les parages et avec des attributs et en plus, c'est notoire des antécédents où vous devriez tout de même, oui, prendre garde, davantage, bon, dans ce goût-là, cette fable de La Fontaine et je voulais vous montrer un aspect de du dessin. Lorsqu'il, adoptait un dessin un peu plus réaliste, ce fut l'avant-dernier album. Donc il y eut les albums, d'illustration, les albums illustrés et à partir de la fin des années 80, même, s'il s'était déjà donné au 9e art, bien avant, dès la fin des années 1950, mais à partir des années 80, ces livres seront principalement, dans leur extrême majorité, des albums de bande dessinée et celui-ci, c'est l'avant-dernier sorti aux éditions Dupuis en 2003, une histoire d'homme préhistorique. L'une des rares fois d'ailleurs où René Haussmann, au cœur d'une intrigue, oui, au cœur d'une de ces intrigues, a mis la jante humaine, oui, a convoqué la jante humaine au cœur d'une intrigue. En autre temps, oui, le plus souvent, il s'agissait de la jante animale et l'album que vous allez voir en 2003, chez Dupuis aussi, Les Chasseurs de l'Aube. Mmh. Et on a dit que René Haussmann était qu'on avait toujours senti René Haussmann un peu moins à l'aise dans l'agencement dans le format BD, l'agencement des cases de BD, mais vous pourrez en juger dans cet album et pas seulement, de ce qu'il en était tout de même des fois sur le terrain, de ses planches, de son art du découpage. Oui, bon, on ne va pas insister, c'est juste pour que vous ayez une première idée. René Haussmann au musée de la Mine jusqu'en septembre prochain. Alors maintenant, je vais vous lire plusieurs poésies. Vous allez entendre d'autres poésies tirées d'un recueil qui a été publié dans la collection Point chez Seuil en format moyen. Ça existe, oui. Il y en a qui sortent dans des formats moyens chez Seuil, dans la collection Point. Mais avant, on va regarder dans la lorgnette du philosophe. Je vais vous lire un texte qui va nous dépayser quelque peu. C'est pas la première fois qu'on s'aventure dans cette contrée, vous allez comprendre en cours de route. Je vous donne le nom de l'auteur après. Aussi. Hmm. Et par la lorgnette du philosophe, mais c'est la partie, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je tenais surtout à vous donner la partie introductive de ce qui était un article publié dans la presse de son pays. Un article intitulé Les deux courants. Tôt le matin, le rapide Moscou-Pétersbourg vient de quitter une grande gare dénommée Petite Vichera. Et après avoir dépassé à toute allure une très petite gare, pourtant appelée, elle, Grande Vichera, s'est brusquement arrêtée dans une étroite éclaircie entre deux forêts. Cris, agitation, passagers affolés, certains sont descendus du wagon. J'ai regardé par la fenêtre ouverte, en conversation avec le conducteur en chef respectueusement mis au garde à vous, un monsieur entre deux âges, l'air énergique et distingué, étalait son mécontentement, désignant un employé des chemins de fer qui se tenait à une certaine distance. Peut-être un vieux machiniste, je ne connais pas grand-chose à cette hiérarchie. L'employé se trouvait sans doute bien plus bas que les compartiments de 5e classe, mais les propos du passager en colère s'adressaient à lui, de loin,
2 mots surtout revenaient sans arrêt, dont les premières syllabes faisaient penser à, conseiller d'État. Conseiller d'État. J'ai un peu tremblé quand, ayant dit ce qu'il avait à dire, l'homme en colère laissa en plan le conducteur en chef et se dirigea vers le prétendu responsable de l'incident. Mais il ne se passa rien de terrible. Le passager qui avait prononcé le mot ronflant conseiller d'État était sans doute plus en colère que puissant. J'entendis la voix forte et gentiment bourrue de l'employé des chemins de fer. Et alors, ça peut arriver, non? Ce serait bien pire si au lieu de s'arrêter en chemin, on vous avait coupé la tête. Je voudrais bien voir ça, que vous osiez me couper la tête. Bon, pas la tête, mais que vous vous soyez, retrouvé avec une ou 2 côtes en moins, alors que là, nous allons attendre, 1 heure et demie, 1 heure et demie, 2 heures au pire, qu'on fasse venir une autre locomotive, ce n'est pas grand malheur. Malgré les vociférations des passagers qui se prolongeaient et leurs allusions venimeuses à la contradiction flagrante entre l'appellation de rapide et cette immobilisation de 2 heures, je me sentais dans une excellente disposition d'esprit et je me suis dirigé vers la forêt pour jouir de la grâce printanière. Quelques gens simples, occupés à rechercher des pièces indispensables tombées de la locomotive, me frappèrent par le calme absolu avec lequel ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Le lampiste et sa femme interrompirent leur dialogue affairé pour m'expliquer aimablement par le menu comment traverser un fossé profond, longer un étang et atteindre le chemin forestier, bientôt envahi par les senteurs des végétaux et de l'humus, accompagné par le chant des coucous. Je m'enfonçais dans la forêt et dans mes pensées. Lorsqu'un homme entre, lorsqu'un homme entre comme moi dans les vraies années selon la formule d'Ostrovsky, la sagesse la plus élémentaire veut qu'il ne considère plus simplement sa vie comme la vie, entre guillemets, la vie, mais comme les vraies années de l'existence. Je ne vais pas plus loin, oui, en guise d'introduction, et si vous souhaitez lire l'intégralité, on peut se le procurer sans problème. C'était sorti. C'est un volume de Vladimir Soloviev avec son titre Lettres du dimanche, des articles qui étaient publiés dans la presse chaque dimanche par Vladimir Soloviev, un des personnages les plus impressionnants de la scène intellectuelle russe de son temps. Et pour revenir, oui, à la fin à la fin du texte entendu, du texte lu, hein, la sagesse la plus élémentaire veut qu'il ne considère plus simplement sa vie comme la vie, mais comme les vraies années de l'existence. À notre Vladimir, il décédé, je pense, en 1900 tout rond, il ne fut pas même donné d'atteindre son 47e anniversaire. Traducteur en russe de Platon, avec son frère Michel, très apprécié en tant qu'écrivain par il faisait les délices en tant qu'écrivain, de Tchekhov, de l'excellent Tchekhov, sans que Tchekhov n'adhérât pour autant à ses idées, Soloviev. Oui, lettres du dimanche, des articles, on traite de questions philosophiques, religieuses, de questions d'actualité de l'époque. Il y a notamment un double article au titre de Némésis sur l'actualité d'alors de la guerre, la guerre pour Cuba, hispano-américaine, la guerre hispano-américaine pour Cuba de 1898, qui est prétexte pour notre auteur à une méditation tout à fait d'actualité. Oui, quelque part, je pense tout de même d'actualité sur
Les grandes puissances, les grands empires, quand ils en viennent à faillir à leur mission, à aller savoir renier certains de leurs grands principes initiaux, Némésis sous la plume de Soloviev. On ne va pas plus loin avec lui pour aujourd'hui. Notre séquence dans la lorgnette du philosophe. Je ne souhaitais pas aller plus loin dans ce texte, qui est un texte traitant notamment, on peut le dire, mais vous l'aurez saisi, de l'expérience, pas nécessairement celle à laquelle votre serviteur va prétendre. Mais on se sent très petit, en tout cas pour sûr, et encore plus petit quand on se remémore l'âge que votre serviteur aura bientôt, en regard de celui qu'avait pareil géant des lettres russes, et pas seulement au moment déjà, comme je l'ai dit, à l'âge que j'ai dit, de nous fausser compagnie. Oui, ça, on se sent tout petit, ça incite à, dans ce sens-là, pour sûr. Alors, la poésie, nous allons plonger dans ce recueil. Son titre à ce recueil, c'est Coquelicot, édité fin 2019 chez Point, et on le doit à elle a pris congé de nous, c'était il y aura déjà bientôt 6 ans, c'était le 30 novembre 2006, feu Madame Anne Sylvestre, la chanteuse Anne Sylvestre. Pas seulement, elle a écrit des bouquins, poétesse aussi, elle a écrit des bouquins, ça doit être son dernier, Coquelicot et autre mot que j'aime. Anne Sylvestre avait tenu à honorer une proposition, une commande, oui, une proposition de l'éditeur, un livre centré sur les mots de notre langue française qui avait pour sûr toute son affection, hein, et on en trouve là-dedans qui sont assez caractéristiques de notre belle langue, pour sûr, sur le plan de leur sonorité, et de contrecarrer aussi la légende d'une langue française très affadie à partir d'une époque par le recours de plus en plus constant à nos E muets en fin de lettres, contrairement à d'autres langues latines sans les citer, hein, qui nous restent nettement supérieurs pour sa part, ne serait-ce que par leur dynamique, leur dynamisme en fin de mots. Oui, si je te dis n'allez rien penser, c'est un exemple, hein. Si je te dis je t'aime, hein, ben oui, il y a, quel que soit le degré d'intention, à la fin, on est déjà fatigué. Même là, on retombe déjà à la fin, on est déjà fatigué avec nos foutus E muets dans notre langue française. Mais fort heureusement, il n'y a pas que ça, hein. Si on consulte le lexique, et pas seulement le lexique d'Anne Sylvestre, mais pour aller jusqu'à la fin de ce numéro, je pense que ça ira très bien. J'ai sélectionné 4 textes, sur la façon de jouer autour de ces mots. Le premier, améthyste, oui, à la lettre A, améthyste, et après je vous ferai, mon abécédaire de lecteur. Améthyste, l'améthyste, le premier poème d'Anne Sylvestre pour aujourd'hui. L'améthyste est une grande dame. On peut parler aussi de prose ici pour ce bouquin, de prose poétique, comme vous voulez. L'améthyste est une grande dame en robe de soie, pleine de reflets, coiffée d'un immense chapeau qui laisse dans l'ombre ses yeux violets et scintillants. Ce T-H-Y, ce T d'améthyste, ce T est le bijou, pardon, qui brille tout près de son cou de cygne. Elle s'entoure de glycine et de jacinthe pour y retrouver le Y et le TH qui lui sied si bien.
Elle foule aux pieds des tapis de myrtille et de thym sauvage. Hautaine, elle orne le doigt des cardinaux et se laisse embrasser dévotement lors des cérémonies religieuses. Elle ne tolère le diamant qu'en accompagnement lorsqu'il rehausse sa beauté. Seule, elle le trouve, m'as-tu vu, un brin vulgaire. Pour sa monture, elle préfère l'or blanc. Le jaune est si commun, qui jure, avec sa teinte délicate, elle juge les perles prétentieuses et godiches quand elles se tiennent en rang serré, la turquoise envahissante et tellement folklorique. Elle trouve le saphir exotique avec son nom de prince hindou, la topaze maladive et le grenat vieillot. Seul l'émeraude trouve grâce à ses yeux. C'est une gitane, Esmeralda, pas de son monde malgré tout. Il n'y a guère que l'opale, avec qui elle se marierait bien, mais elle est si changeante, l'opale. Ça ne marcherait pas. L'améthyste, qui se prend pour un mythe, triste. Améthyste. Notre abécédaire de lecteur. Oh, écoutez, on va se rendre à la lettre B. Oui, lettre B comme boulot. Je ne pense pas qu'on était déjà rentré dans la catégorie de cette lettre, de la deuxième lettre de notre alphabet. B comme boulot, c'est que je ne vais pas le citer, pas besoin, ce n'est pas un règlement de compte. Je tenais perso à rectifier juste le tir là-dessus et vous en pensez ce que vous voulez. Un intervenant qui m'est très sympathique, dont j'aime bien suivre les interventions à chaque fois le dimanche en fin de journée, très peu de temps après chacun de ces postes, le dimanche en fin de journée, et dans le cadre de sa série de questions-réponses à l'un de ses abonnés qui l'interrogeait sur comment pouvait-on évaluer la qualité de la scène heavy metal présente. Il avait répondu, oui, il estimait, il avançait, sa perception, de la qualité dans l'ensemble, à tort ou à raison, d'une scène heavy metal contemporaine, d'une qualité, selon lui, à tort ou à raison, et évaluée, selon lui, comme assez piètre dans l'ensemble, en s'arc-boutant sur le fait qu'une majorité, pour ne pas dire une extrême majorité des instrumentistes, des exécutants, des vocalistes, des exécutants, dans ce registre musical-là, du heavy metal, avaient mené en parallèle à leurs activités musicales des jobs, des carrières, des vies professionnelles, en activité à leur carrière, à leur production musicale. Écoutez, hein, oui, ça m'a fait un peu tiquer sur le coup et je ne vous cache pas que sur le coup, ça m'a étonné de la part d'un intervenant qu'en général j'estime aussi éclairé sur un tas, et quand je dis un tas de sujets, éclairé sur des sujets très divers dans le cadre de ses prestations. Chaque dimanche, j'aime bien, oui, chaque dimanche aussi, comme les lettres du dimanche de l'autre, eh bien lui, sur cette plateforme, il fait partie des rares que j'aime bien retrouver une fois par semaine, mais là, il ne m'a pas sur le coup convaincu. Je ne dis pas qu'il faut immédiatement aller ressortir d'Eric Satie, d'emblée, vive les amateurs, vive les dilettantes, ou retourner du côté de Thomas Mann et de l'évaluation de la lecture de Wagner de l'œuvre de Wagner, de la perception de Wagner par Thomas Mann, de Wagner comme ayant été pour Mann le plus grand dilettante en art de tous les temps. On va pas s'attarder sur cet aspect amateur, dilettante, car je ne sais pas si c'est strictement, si le caractère amateur, dans le contexte que nous abordons ici, on pourra forcément à 100% comprenez le juxtaposer. Je ne crois pas, c'est encore autre chose, mais qu'aurait été l'histoire de l'art? Oui, qu'aurait été l'histoire de l'art
ces créateurs ayant mené en parallèle à leurs activités qu'aurait été l'histoire de la musique, l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, sans oui, ces quantités de créateurs qui n'ont pu faire autrement, étant donné les conditions matérielles de vie, l'environnement, au sein desquels ils œuvraient, quand ils ne pouvaient pas procéder autrement que la gloire, pour, diverses raisons, fait état de différents paramètres. La mondanité ne leur était pas acquise. Qu'aurait été l'histoire de la musique sans ses créateurs? Qu'aurait été l'histoire de l'art sans ces artistes contraints d'agir de la sorte en parallèle à un job, qu'ils s'étaient initialement trouvé? Ça fait songer, peut-être pas besoin de remonter à Satie, à Mann et à Wagner, mais pour sûr à Mallarmé, à la citation de Mallarmé qui revenait à dire, peut-être pas dans ces termes précis là, mais ça revenait à dire déjà, trouve-toi la meilleure chose à faire si tu as envie d'écrire, de créer. Ce que tu as envie d'écrire et de créer, eh bien trouve-toi d'abord un bon job. Mallarmé qui a toujours, enseigné l'anglais, dans son lycée, tout en menant à bien sa production poétique, son œuvre littéraire et le conseil de Mallarmé qu'on devait, j'en ai déjà parlé, retrouver, plus d'un siècle après dans la bouche d'un artiste norvégien très influent de la scène métal. Oui, c'est pour ça que je me disais, hein, et je n'insiste pas sur le fait que notre ami, hein, si je l'avais devant moi, car j'ai pu comprendre qu'il n'avait pas, ce n'était pas dans ses intentions, dans ses ambitions de chercher à étendre pour ça sa part de marché. Lui qui était également amené à produire de la musique, à ce que j'ai pu comprendre, en parallèle à ses autres activités. Si je l'avais devant moi, donc ne m'appesantirai pas sur cet aspect des choses, hein, puisqu'il n'a pas l'intention de conquérir davantage de parts de marché pour ça, avec la musique qu'il produit, au demeurant excellente dans son style à lui. Mais pour revenir à Mallarmé, le conseil de Mallarmé, trouve-toi un bon job d'abord, hein, comme quoi c'est peut-être regrettable, oui, si j'ai entre guillemets «un reproche» à formuler à l'adresse de notre camarade, dans son évaluation sur la scène, métal, quand il nous parle de ces gens qui taffent sur le côté, c'est de faire mine de se rabattre, pour, dresser une évaluation artistique sur la sphère, au bout du compte, essentiellement mondaine, culturo-mondaine et également, sur le plan auquel j'imagine, on sera bien contraint d'ajouter une dimension, un impact médiatique dans une société où nous avons été amenés, là encore, à divers titres, à devoir, oui, il a fallu revoir nos paramètres pour ça, ces dernières décennies écoulées. Alors franchement pas évident non plus, mais voilà, c'est ça qui me fait tiquer, hein. Vous avez saisi, se rabattre. Pourquoi se faire mine de se rabattre? Ça me surprend de la part d'un intervenant, en notre temps aussi éclairé, sans aller jusqu'à parler dans son chef, inconscient, hein, de quelque chose d'approchant, hem, pour ce qui est d'un mépris de classe exprimé de façon inconsciente. Oui, de façon tout à fait inconsciente. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais à un moment, ça a été sur le point, oui, ça a été sur le point de me faire songer à ça. Alors, le conseil de Mallarmé me semble toujours judicieux, plus d'un siècle après, et c'est celui qu'on retrouve volontiers formulé dans la bouche de Fenriz, de la formation norvégienne de métal extrême, Darkthrone. Oui, notre Nigel Fenriz, du trône des ténèbres, eh bien, jusqu'au moment où il finira bien par prendre, comme tout un chacun, quand viendra l'âge de la retraite, il n'a jamais renoncé à son job, à son poste, à son emploi, à la poste norvégienne dans son pays, tout en continuant à s'adonner à ses activités musicales, à nous sortir régulièrement ses disques et au besoin,
Je précise qu'il s'agit à l'heure présente, c'est un mec, qui a dans les os de votre serviteur. Il doit être mon aîné d'un an à peine. Fenris perçu, oui, je le dis au besoin, c'est l'un des plus influents, l'une des voix, mmh, vue comme une sorte de sage. Oui, l'une des voix les plus écoutées, les plus influentes dans la profession à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Voilà, pas besoin d'aller plus loin. Je tenais à rectifier le tir sur cet aspect, hein. Dit sans agressivité, je pense, hein, sans aigreur particulière, mais, j'étais oui, je tenais à réagir par rapport à ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qu'eût été l'histoire de l'art, l'histoire de la musique sans la part de ces créateurs qui avaient opté pour cette filière-là ou qui, pour des impératifs purement matériels, n'avaient pas pu, à partir d'un moment, oui, ça leur avait été difficile de procéder autrement. Voilà pour notre abécédaire de lecteurs. Ça peut être inclus aussi dans notre abécédaire de lecteurs puisque, c'est partant au sujet d'un registre musical, mais comme j'ai dit, aussi bien pour la musique que pour l'art et partant pour la littérature, par extension. Alors, Anne Sylvestre, deuxième, je vais vous lire l'article sur les mots. Je me rends page 193 de son bouquin que vous n'avez pas encore vu. Voilà, juste le temps pour moi de souffler un coup. Jolie couverture, joli design. Oui, il existe des formats moyens. Désormais, il en existe aussi en point, pardon. Alors, pourtant, oui, ces mots, en matière de mots, vous savez, hein, la mémoire, par-ci, grouillère, par-là. Alors, on se concentre pour la lecture. Mots, oui, au sujet de mots. M-O-T. Qu'a-t-elle écrit, Anne, là-dessus? Pourtant, quel joli mot que mot. Pourtant, quel joli mot que mot. Je le poursuis, mais il m'échappe. Quand je crois que je le rattrape, il me laisse sur le carreau. Je lui prépare son berceau, garni de couvertures chaudes, et je me retrouve penaude. Il n'a pas sommeil de sitôt. Quant à la fortune du pot, j'essaie d'en faire mon convive. Je me procure quelques grives, mais c'est un merle qu'il lui faut. S'il veut chanter comme un oiseau, je ferai venir la musique. Il n'aime pas les harmoniques, il se tire illico presto. Cependant, je le trouve beau. Pour le dire, ma bouche est ronde, je le savoure et je le gronde, je le veux parmi mon troupeau. Il résiste, il fait le gros dos, et cabochard, il me tient tête, mais je sais pourquoi il s'entête, c'est pour être mon dernier mot. Hmm. Alors, vous avez entendu améthyste, vous avez entendu Santiché, et tout de suite, vous allez entendre un petit peu plus long celui-ci. Oui, quand je parlais, hein, notre langue française affadie, des fois selon certains, phonétiquement, par l'ajoute, l'emploi de plus en plus fréquent en fin de mots dans la conjugaison des verbes réguliers, notamment des E muets en fin de verbe, en fin de phrase. Mais nous avons aussi des mots comme celui-ci, comme baldaquin. Il est noble, il est sévère, celui-là, baldaquin. Il est noble, il est sévère, rigide même avec ses trois consonnes. B, D, Q, qui l'encadre fermement. Ça ne plaisante pas. Il a beau se draper de velours, arborer des plumets à ses extrémités, déguiser soigneusement ses mystères, je ne peux m'empêcher de le trouver sinistre. Il évoque des étoffes sombres, des parfums lourds, des chuchotements étouffés, voire d'hypocrites complots.
Il est vrai que dans les châteaux et les belles demeures, il faisait un froid glacial et que l'on s'y protégeait des vents coulis, tandis que les serviteurs se contentaient d'une couverture à même le sol de la salle commune, les plus chanceux près d'une cheminée. On pourrait penser, certes, que le lit à baldaquin protégeait l'intimité des couples, mais je ne peux m'empêcher de penser à ces adolescentes la rapacité des familles, que la rapacité des familles livrait à des barbons pour redorer leur blason pâlissant et qui ont vu leurs rêves se briser les ailes contre ces tentures. On disait aussi ciel de lit, mais où était le ciel? Où étaient passées les étoiles? Que de désespoirs se sont englués dans ces étoffes. De nos jours, certains grands hôtels proposent des suites nuptiales munies de colonnades drapées de tulle et de soie, mais ce sont des moustiquaires, ce ne sont pas des baldaquins. J'ai moi-même, chez des amis, passé parfois la nuit dans un de ces lits aux pieds torsadés, sous un ciel garni de galons et d'étoffes recherchées. Je n'ai pourtant pas le souvenir d'y avoir vécu des folies, ni même d'y avoir dormi divinement. Pour attirer les rêves et pour les dessiner en couleur, je préfère encore le grabat, à ras du plancher, un fouillis de draps et d'oreillers emmêlés, cabossés, une couche improbable où tout est inventé, où le soleil a le droit de venir me réveiller et où l'hiver, je me terre comme une marmotte. Roturière incorrigiblement. Anne Sylvestre, toujours roturière incorrigiblement. Et un dernier fragment de son coquelicot et autres mots que j'aime à Anne. En guise d'information, je vous ai signalé les prolongations pour l'expo Haussmann à Bois-du-Luc et une parution, c'est tout nouveau, ça vient à peine de sortir. Chez l'éditeur, nous parlions de métal et même de métal, nous faisions allusion à ce registre métal extrême il y a quelques instants. Eh bien, l'un des éditeurs français les plus finement spécialisés dans ce registre musical-là, l'éditeur, nos amis qu'on salue au passage, des Flammes Noires et qui ont édité entre autres le premier livre de Sacrifice. Oui, 10 ans à sa chaîne, aux camarades de Sacrifice de Transylvanie. Bon anniversaire en passant à sa chaîne. Il les a fêtés il y a quelques jours avec un très très bon numéro d'anthologie, on peut dire ça, d'anthologie dans son registre à lui, dans ce registre-là. Alors, le bouquin qui vient de sortir chez nos amis des Flammes Noires, quand le métal, on est allé se promener du côté de la Russie, eh bien un petit peu du côté encore plus loin, on pousse encore davantage la Chine, et ça s'appelle Quand le métal fait résonner la Chine. Quand le métal fait résonner la Chine, sous-titré Construction du. On doit ce livre à monsieur William Spock, Construction, sous-titre Construction d'une identité et d'un imaginaire dans une sous-culture, façon de parler bien entendu, façon de s'exprimer, construction d'une identité et d'un imaginaire dans une sous-culture musicale. Quand le métal fait résonner la Chine, je faisais allusion à son registre musical, comme j'ai fait allusion aux 10 ans de la chaîne Black Metal de Sacrifice et 2026. Il avait fondé son groupe, il devait avoir dans les 15 ans, quelque chose comme ça, je vous l'ai dit, hein, c'est pour ainsi dire un de mes contemporains directs, comme on dit, Fenris de Dark Throne. Alors oui, pour les 40 ans de Dark Throne, je vous montre un album, un des meilleurs, celui de 93. Traduit en français, le titre, ça donnait Sous une lune funéraire ou Sous une lune funèbre, funéraire ou cinéraire, ne serait pas mal non plus, hein. Under Funeral Moon. Hmm.
parlait d'améthyste, on parlait de pierres précieuses, de bijoux, en compagnie d'Anne, et bien ici avec Dark Throne, dans ce style-là, un joyau de la création musicale, qui a 33 ans, déjà, hein, et sur cet album qui s'ouvrait sur Natacha dans le sommeil éternel. Voyez comment on peut, oui, puisqu'on a beaucoup on a pas mal parlé aujourd'hui de pour s'inspirer, de jouer, avec les mots, ce que ça peut donner rien qu'une traduction simultanée de l'inventaire pris comme ça des titres d'un album, hein, de l'opus de nos amis norvégiens Natacha dans le sommeil éternel, l'été d'un embrasement diabolique, d'un flamboiement, d'un embrasement diabolique, suivi de la danse, oui, d'un embrasement diabolique, la danse des ombres éternelles. Métal noir impie, j'enchaîne, hein, la danse des ombres éternelles, métal noir impie, la marche au travers des chants de l'infernal. Et puis vous aviez un titre, ça, je pense que ça va inspirer le titre. Oui, pourquoi comme ça? Eh bien, le seul titre en norvégien de l'album, traduit dans notre langue, ça donnait là, dans les profondeurs ombragées des bois. Oui, dans les profondeurs ombragées des bois, pour notre équinoxe dans, oui, dans la profondeur des bois ombragés, puis traverser le triangle de flammes. Vous voyez, quand on reprend les titres énumérés, on le refera, ne serait-ce que ce type d'exercice, les titres énumérés les uns après les autres, ça peut déjà donner quelque chose sur le plan poétique d'assez saisissant et qui peut résumer le contenu, comme c'est le cas ici, très bien le contenu, oui, de notre album. Hein. C'est fait, je vous ai signalé le bouquin, du côté de la Chine, et on va clôturer. Le moment est venu de nous donner rendez-vous dans un peu moins d'une petite semaine pour notre 75e, le dernier poème d'Anne Sylvestre. Pour terminer, je vous remercie, de m'avoir suivi. Le bois, on reste dans les bois d'une certaine manière ici, c'est le poème. Mon préféré de ce recueil, Bois flotté, c'est un recueil, vous l'aurez saisi, tout ce qu'il y a de plus accessible, de plus agréable. Ce n'est pas l'adjectif préféré de votre serviteur, mais on peut, oui, on peut l'employer. Bois flotté. Il y a des jours en creux, des jours sans. Il y a des jours en creux, des jours sans, à peine des jours où on se sent flotter, où on est comme un bois flotté, lavé, délavé, blanchi, nervuré, à peine l'âme d'un bout de branche, à peine le cœur d'un bout de bois, un souvenir d'arbre mis en pièces par la douceur obstinée de l'eau, mis en pièces par la douceur obstinée de l'eau, flotter, flotter, user, poncer, malmener, chavirer, mais dispenser. Pas besoin de flotter, on est flotté. On finira dans le limon banal d'une arrière-plage de galets, ignorée ou bien exposée, telle une œuvre d'art, au mur d'un salon raffiné. L'un comme l'autre me plairait bien. Les jours en creux, les jours sans rien. Merci à vous et à bientôt.